va essayer de voir maintenant comment technique et culture se rencontrent. Et moi, je vais vous parler de l'invisible au cœur de la filière vitivinicole, donc c'est-à-dire le monde microscopique microbien qui participe à l'élaboration des vins, à leur qualité, leur stabilité, et on va voir leur originalité. Donc une question peut se poser dans ce secteur de l'œnologie qui traverse une transformation profonde. Est-ce que l'innovation et l'œnologie sont un paradoxe ? Donc en fait, on va voir comment, à l'inverse, l'innovation peut être vraiment au service des enjeux et des défis auxquels doit faire face la filière aujourd'hui, et comment nous, à notre niveau, on peut innover dans ce contexte toujours plus complexe et exigeant, et partager avec vous un petit peu, au fil des 30 dernières années, toutes les innovations clés qui ont été développées dans l'objectif d'impacter positivement la filière. Donc, innovation et œnologie. Donc, est-ce un paradoxe ? Sont-elles opposées ? Finalement, la question se comprend parce que le vin, évidemment, est un produit associé à la tradition, à des pratiques ancestrales. Et pour autant, si on regarde sur l'histoire du vin ces dernières années, on voit qu'il est jalonné de sciences, de technologies, que ce soit de la vigne, mais l'élaboration des vins aussi. Et on voit que cette technique est toujours présente, finalement, pour garantir, pour participer à améliorer la qualité des vins, leur stabilité. Et quelques innovations notables, notamment la sélection des cépages, des pratiques microbiologiques, comme on va le voir, et des techniques physiques aussi. Donc on va voir que toutes ces innovations jalonnent l'évolution des vins. Donc, finalement, loin d'être une menace, pour l'œnologie, l'innovation est vraiment un outil qui va permettre de répondre aux enjeux actuels, que ce soit le changement climatique, la réduction des sulfites, et surtout, de plus en plus, des attentes des consommateurs qui ont évolué, et voir comment on peut participer à l'amélioration des vins, à optimiser la qualité, créer de la valeur aussi, parce que finalement, c'est ce que tout le monde cherche à tous les niveaux, tous les maillons de la chaîne vitivinicole, créer de la valeur et se différencier. Donc vraiment, l'innovation pour la filière vitivinicole va vraiment participer, et son objectif, c'est de participer à une meilleure adaptation dans ce contexte en mutation et très dynamique. Si on revient un petit peu sur les contextes et enjeux, alors bon, vous les connaissez aussi bien que moi, mieux que moi, la filière doit faire face à une chute drastique de la production, non seulement en France, mais vraiment à un niveau international, qui s'explique ces dernières années par le changement climatique, mais aussi les pressions économiques, l'augmentation des coûts de production, et puis surtout, pour quel que soit le secteur, les incertitudes géopolitiques. En parallèle à cette diminution de la production, là, on assiste à une diminution de la consommation, qui s'explique par le changement des habitudes des consommateurs, les nouvelles générations, qui ont des demandes un petit peu nouvelles boissons fermentées, mais pour autant sans alcool ou avec moins d'alcool. Le consommateur est en attente de produits avec moins d'intrants chimiques. Et puis on voit aussi ces dernières années une préférence pour les vins effervescents, les vins blancs, les rosés, les rouges très fruités et légers. Donc changement d'objectif, changement des attentes des consommateurs. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer aujourd'hui de l'aide aux viticulteurs, des innovations pour s'adapter à ces changements notables. Excusez-moi. Je suis un vrai chameau quand je présente. Donc, comment innover en œnologie ? L'idée, c'est de partager un petit peu notre approche dans ce contexte. Deux voies s'offrent à nous. La première, qui nous paraît vraiment clé, c'est d'être à l'écoute, à la proximité des utilisateurs, des viticulteurs, des praticiens, pour être capable de mieux anticiper les défis de la filière et finalement retranscrire leurs besoins en solutions innovantes, et illustrer et traduire ces besoins en définition de projets de recherche qui vont permettre de développer les solutions innovantes. Et puis parallèlement à ça, il faut vraiment garder un esprit ouvert, c'est ce qu'on essaie d'avoir, un esprit à 360, sortir des sentiers battus, vous l'aurez compris, c'est le fil conducteur de cette matinée. Et pour sortir des sentiers battus, il faut oser. Oser veut dire aussi prise de risque, prendre des risques, faire des erreurs. Donc l'échec doit être permis.
Et pour notre cas, pour l'allemand, ça s'est passé ces dernières années par l'exploration de la biodiversité microbienne et son potentiel au service de la filière. Donc notre approche pour l'allemand œnologie en tant que producteur et sélectionneur, c'est avant tout de sélectionner et cultiver des micro-organismes et des levures, bactéries, des solutions microbiennes uniques. Pour ce, nous privilégions énormément l'innovation, ce qu'on appelle l'innovation collaborative. L'innovation collaborative, c'est de travailler avec donc, des collaborateurs, des experts dans le monde entier, les universités, les instituts de recherche qui sont vraiment experts dans la microbiologie appliquée à l'œnologie. La co-innovation, c'est très important pour nous parce que non seulement on va sélectionner des solutions microbiennes avec ces instituts, mais notre objectif est aussi de les caractériser, de les développer, de les proposer au plus grand nombre. Et donc ça passe par des sélections communes. L'objectif est de valoriser ce partenariat et cette valorisation passe par des publications scientifiques, des brevets, etc. Donc c'est du gagnant-gagnant pour les académiques et les chercheurs qui sont aussi, de par leurs travaux de recherche appliqués ou fondamentaux, au service de la filière. Donc notre objectif est vraiment aujourd'hui de combiner créativité et rigueur scientifique pour explorer de nouvelles idées et puis surtout participer à notre objectif commun qui est d'apporter des solutions innovantes pour développer, vous aider à développer et à élaborer des vins différenciants. Les 3 piliers de notre R&D. Donc le plus important en tant que sélectionneur et producteur, c'est d'explorer cette biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est derrière l'exploration, il y a aussi la compréhension de l'écosystème vitivinicole, la microbiologie de la vigne et du vin, et comment la développer au mieux pour la rendre disponible au plus grand nombre. Cela passe bien sûr par le développement de nouvelles solutions, mais tout d'abord par la caractérisation de ces nouveaux micro-organismes, de leurs dérivés. Et un des enjeux, c'est aussi parfois, l'innovation vient par l'optimisation de l'existant. On n'est pas toujours à la recherche de nouveautés, on peut optimiser ce qui existe. Un 3e pilier, en tant que producteur, évidemment très important, c'est d'être capable de toujours innover aussi au niveau des procédés de production, appliquer de nouvelles recettes, toujours mieux adapter aux micro-organismes que l'on sélectionne, et on va le voir dans le détail avec la présentation de Vincent. C'est important de pouvoir garantir les performances, la qualité des produits que l'on sélectionne. Et puis aussi, l'innovation peut passer par une facilité de mise en œuvre et de mise à disposition de ces micro-organismes et de ces solutions pour rendre aussi parfois la vie des viticulteurs et des praticiens plus simple. Donc, tous ces piliers-là, ces axes de développement sont vraiment importants pour répondre aux besoins des viticulteurs, tout en respectant un cadre réglementaire en fait, qui est régi par l'OIV, comme vous le savez, et ce cadre qui peut être amené à évoluer finalement en phase avec les innovations qui sont développées et qui impactent positivement la filière. Excusez-moi. Alors, pour entrer maintenant un petit peu plus dans le cœur des innovations, au fil de ces dernières années, on va commencer par la star de la fermentation alcoolique, Saccharomyces cerevisiae. Et donc, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, on s'aperçoit qu'il y a eu de nombreuses innovations et qu'au départ, les objectifs ont vraiment évolué avec l'évolution des vins, avec la qualité des vins, puisque dans les années 70, on a vu apparaître les premières levures sèches actives. Et l'objectif de toutes les sélections qui ont été mises en œuvre à cette époque, c'était vraiment la sécurité fermentaire. Comment être capable seulement de transformer le sucre en alcool sans arrêt de fermentation. Petit à petit, on a évolué et on s'est dirigé vers des sélections un peu plus régionales, donc des levures adaptées au chardonnay de Bourgogne ou des levures sélectionnées sur des sauvignons blancs de Nouvelle-Zélande ou dans la vallée du Douro au Portugal. Donc toutes ces sélections avaient déjà un objectif un petit peu différent, où on voulait révéler le terroir, révéler une matrice. Et puis dans les années 2000, l'objectif a un petit peu évolué encore avec la sélection de levures
capable de synthétiser des arômes très particuliers en fonction de la matrice de la matière première. Donc c'est ce qu'on a appelé les levures de spécialité, qui ont été de plus en plus caractérisées. Et là, la base des caractérisations était vraiment orientée vers leur métabolisme particulier, toujours mieux adapté à la matière première. Et ces dernières années, on a été obligé, j'ai envie de dire, d'évoluer et de sélectionner des levures avec un objectif qui nous permette d'avoir des outils adaptés aux évolutions aussi environnementales, que ce soit le changement climatique ou les évolutions qu'on a vues ces dernières années au niveau de la matière première et de sa composition. Donc là, l'objectif était d'innover pour avoir des phénotypes très particuliers sur les levures. Et donc, juste ici, une petite rétrospective de certaines de nos forces d'innovation basées sur les différents objectifs. Et puis pour finir, on est aussi, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, on est capable d'innover en tant que producteur au niveau des procédés de production. C'est aussi ce qui fait notre force, puisque chaque levure, alors de spécialité, et puis on va le voir encore plus dans la deuxième partie de la présentation, mais parfois on est obligé d'adapter la recette de production, d'adapter le séchage à chaque levure, parce que n'oublions pas que ce sont des micro-organismes, des êtres vivants qui doivent être cultivés de manière différente. Donc au-delà de Saccharomyces, il y a un autre monde qu'on a découvert finalement pas du tout ces dernières années. Ça existe depuis très longtemps. Il y a de nombreux chercheurs de renom qui ont travaillé sur des espèces qu'on a appelées à l'époque non conventionnelles, qui sont des non-Saccharomyces cerevisiae. Mais au départ, elles étaient vraiment décriées et étudiées en tant que contaminants du vin, comme responsables d'altérations au vin. Et puis ces dernières années, la recherche a vraiment été très active au niveau de la compréhension de leurs mécanismes et de l'étude de ces espèces de non-Saccharomyces. Et petit à petit, les chercheurs et les scientifiques ont découvert des propriétés finalement très intéressantes pour certaines d'entre elles, pas pour toutes. Et on a vu apparaître au niveau des années 2000 beaucoup de recherches et beaucoup de développement et de sélection de levures de non-Saccharomyces. Donc on peut dire qu'on a assisté ces dernières années vraiment à une innovation ou à des innovations de rupture, puisque pour nous, comme pour l'utilisateur, il a fallu changer complètement de référentiel. On ne sélectionnait plus les levures pour leur capacité à fermenter. Par contre, puisque la plupart, une grande partie de ces levures sont non fermentaires, et on va le voir de manière plus précise dans la suite de la présentation, mais pour d'autres caractéristiques et d'autres propriétés qui se sont avérées très positives pour l'élaboration des vins et les fermentations. Donc sur cette slide, l'objectif était juste, sans rentrer dans le détail, de vous montrer une rétrospective et de ces différentes sélections. On voit que la sélection des non-Saccharomyces, en tout cas chez l'Allemand, est une longue histoire collaborative. Et on a basé les différentes recherches sur deux axes. Le premier, évidemment, sélectionner et caractériser. Mais le deuxième, en parallèle, de travailler aussi sur la compréhension des métabolismes. Être sûr, étudier les différences déjà entre souches au sein de la même espèce et être sûr de les utiliser et de les proposer avec des protocoles adaptés de la meilleure manière. Donc on peut voir ici que finalement, en 20-25 ans, on a sélectionné un certain nombre d'espèces différentes. Donc on a commencé dans les années 2000 avec la sélection de la première non-Saccharomyces, une Torula spora delbrueckii, en passant par des Metchnikovia, les Lachantia thermotolérance, pour arriver très récemment à la sélection d'une nouvelle espèce, une Suomyces spiralidae. Je vais en parler un petit peu plus. En fait, cette slide pour vous montrer que finalement en 25 ans, il n'y a pas eu énormément de non-Saccharomyces différentes proposées sur le marché aux viticulteurs. Ben pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gros challenge et défi, et on va y revenir, c'est être capable de cultiver au mieux, d'adapter des recettes de production pour ces non-Saccharomyces et d'être capable de les sécher. Donc l'innovation essentielle, mais parfois l'innovation a des contraintes et on va voir comment on peut les dépasser. Donc si on fait le focus maintenant sur les succès et les dernières levures non Saccharomyces sélectionnées, au départ, l'objectif principal, de par la caractérisation et les propriétés de ces non-sacs qui ont été mis en évidence, c'était leur contribution sensorielle à la qualité des vins.
Et la première a été donc une souche spécifique de Torula spora delbrueckii, sélectionnée tout d'abord pour sa faible capacité à produire de l'acidité volatile, notamment sur des mous à forte maturité, et puis sa capacité à produire de fortes quantités de glycérol et de polyol en général. Donc vraiment des caractéristiques au niveau d'un métabolisme différent très intéressantes. Et ensuite une contribution sensorielle indéniable au niveau de la complexité aromatique. La deuxième souche que nous avons travaillée et sélectionnée, qui vient du Chili d'ailleurs, est une souche de Mechnikovia polyrimia qui a été sélectionnée et étudiée pour sa capacité, pour ses activités enzymatiques, son bagage enzymatique très particulier, notamment pour la révélation de thiols volatiles et de terpènes. Donc ces sélections ont dû être optimisés, étudier finement dans le détail comment les associer avec Saccharomyces cerevisiae, parce que notamment les Mechnikovia ont un très faible pouvoir fermentaire, donc il était vraiment nécessaire de pouvoir screener et déterminer le meilleur couple entre ces non-Saccharomyces et une Saccharomyces. Donc tout cela pour dire qu'au-delà d'un travail simple de sélection, il y a un gros travail de caractérisation derrière pour être en capacité de proposer à l'utilisateur et au praticien un process optimal au niveau de la dose, du moment, etc., et des taux d'inoculation. La bioprotection, donc les levures de bioprotection. Donc on a vu un certain nombre de levures sélectionnées pour cet objectif-là ces dernières années. Ça a été vraiment poussé par une demande des consommateurs du terrain. Comment avoir des produits, proposer des alternatives aux produits chimiques et en l'occurrence, dans ce cas-là, le SO2 était la cible. Et donc poussé aussi par l'OIV, la réglementation, qui a statué sur des levures de bioprotection bien spécifiques qui pouvaient être utilisées dans un objectif d'alternative aux produits chimiques avec double objectif. Le premier, c'est être capable de contrôler l'oxydation et donc apporter des non-Saccharomyces capables de consommer l'oxygène dès les premières phases de la fermentation alcoolique, et notamment les Mechnikovia polyrimia, qui ont pour certaines souches, ont cette capacité à consommer l'oxygène de par leur métabolisme particulier. Mais l'intérêt de ces souches-là, pour certaines d'entre elles, c'est leur capacité de contrôler la flore indigène par une production d'acide polyrymique. Et donc, on a développé ces dernières années des souches de Mechnikovia polyrimia pour cette efficacité, cette capacité de bioprotection. La petite dernière qui a vu le jour l'année dernière, c'est une souche de Siomyces spiralidae. Donc c'est des noms un petit peu exotiques et qui peuvent paraître barbares, pour une application bien particulière et pour une propriété unique, c'est sa capacité à produire, à lutter contre l'espèce de Brettanomyces. On va voir un petit peu plus de détails par rapport à la sélection de cette souche qui a été réalisée en partenariat avec l'université de Stellenbosch. Cette levure a été sélectionnée sur des mous de Cabernet Sauvignon dans l'environnement de Stellenbosch et a été caractérisée et sélectionnée pour sa capacité à inhiber la croissance des Brettanomyces. Le mécanisme derrière qui a été caractérisé est que cette levure de Siomyces spiralidae spécifique a la possibilité, la capacité de produire ce qu'on appelle le facteur d'inhibition de Brettanomyces, qui est une protéine et qui va détruire les parois cellulaires de Brettanomyces. Donc rapidement, juste un petit exemple des premières expérimentations qui ont été réalisées par Stellenbosch comme preuve de concept, où on peut voir sur ce graphique qui représente la croissance des Brettanomyces en fonction du temps. Donc deux expériences en coculture où ils ont appliqué, on peut suivre la croissance de Brettanomyces en présence d'une souche de Saccharomyces cerevisiae. Et on voit que la Brettanomyces n'est pas du tout gênée par la présence de Saccharomyces cerevisiae. Alors que dès que l'on introduit la Siomyces spiralidae Level2 salva en début de fermentation, on a une inhibition totale et rapide en 24 heures de la croissance des Brettanomyces. Donc
inhibition rapide grâce à la production de ce facteur d'inhibition de Brettanomyces qui va dégrader les parois des Brettanomyces. On aura un peu plus de détails dans la présentation de Marie-Laurence à la fin de cette matinée. Une des questions qui s'est posée suite au développement de nombreuses souches de non-Saccharomyces dans l'objectif de faire de la bioprotection sur mou, ça a été de voir si les autres levures non-Saccharomyces proposées aujourd'hui sur le marché pour cette application de bioprotection avaient également une efficacité vis-à-vis des Brettanomyces. Et en fait, on a donc évalué la croissance des Brettanomyces en présence d'autres espèces de bioprotection, d'autres souches de bioprotection. Et on peut voir qu'aucune d'entre elles n'a été capable d'inhiber la croissance des Brettanomyces, alors que le Veltusalva a permis une inhibition totale des Brettanomyces très rapidement. Donc encore une fois, une spécificité de cette souche vis-à-vis de la croissance des Brettanomyces. Par rapport au changement climatique, on a une des questions qui s'est posée dans la réflexion et le travail de sélection sur les non-Saccharomyces, c'est est-ce que via de nouvelles espèces, on peut impacter et favorablement et réduire, atténuer les conséquences du changement climatique sur la vinification. Et ça passait évidemment par une gestion de l'acidité. La viticulture fait face à des augmentations de pH indéniables, des mous très très riches en sucre, et comment apporter un petit peu plus de fraîcheur en gérant cette acidité via des solutions microbiennes. La solution est venue d'une espèce qui s'appelle l'Achancea thermotolérans et qui a été largement étudiée par de nombreux chercheurs. Et en fait, l'intérêt de cette non-Saccharomyces, c'est qu'elle a un métabolisme très particulier et qu'elle va produire de l'acide lactique à partir des sucres à la place de quelques grammes d'éthanol. Donc, intérêt direct pour diminuer le pH, pour augmenter l'acidité totale des vins et donc apporter un petit peu plus de fraîcheur gustative. Et donc on a sélectionné un certain nombre de l'Achancea par rapport à leur capacité à acidifier. Donc il faut garder en tête qu'il y a une spécificité souche puisque certaines d'entre elles peuvent produire jusqu'à 15-20 grammes par litre d'acide lactique, d'où le travail de caractérisation et de mise au point de protocole nécessaire. Alors là, on a parlé levure, beaucoup levure. Je peux en parler pendant très longtemps, mais finalement, une autre espèce qui a été découverte et étudiée un petit peu plus tard, ce sont les bactéries en œnologie. Alors si on revient un petit peu sur l'histoire de leur développement, au départ, on revient de loin avec les bactéries, parce qu'au départ, elles étaient plutôt décriées comme les non-Saccharomyces et montrées du doigt comme responsables de maladies. Et comme le disait Pasteur, les levures font le vin, les bactéries le détruisent. Donc avec ça a été compliqué par la suite. Mais les chercheurs ont quand même petit à petit mis en évidence leur rôle bénéfique, notamment pour maîtriser les fermentations malolactiques. Donc il y a eu de plus en plus de caractérisation, de sélection, jusqu'au développement de certaines souches sous différents formats, avec différents procédés de production, puisque certaines ont été proposées congelées, lyophilisées, etc. Et puis dernièrement, ces dernières années, on a vu apparaître des sélections de bactéries lactiques pour la malo, utilisables en ensemencement direct. Donc des innovations tout au long de ces années, avec les sélections et les mises en œuvre et process de production des bactéries lactiques. Et puis aujourd'hui, on a aussi pu innover sur des procédés d'utilisation avec la co-inoculation et les premières bactéries non Œnococcus honi, mais on va y revenir. Donc finalement, Œnococcus honi, pourquoi s'intéresser à cette espèce? Parce que des bactéries lactiques, il y en a un certain nombre dans le mou, comme vous le savez, mais ça a été largement étudié et finalement, il s'est avéré que malgré de nombreuses espèces présentes dès le départ, Œnococcus honi s'est avéré être l'espèce la plus adaptée, la mieux adaptée aux conditions extrêmes, que ce soit les pH élevés, bas pH et alcool élevé. Et au niveau de la diversité des souches, eh bien, c'est comme les Saccharomyces cerevisiae, grande diversité génétique, grande diversité au niveau de leur métabolisme et de leur capacité. Et donc, les premières étapes, c'est vraiment de choisir la souche, de la sélectionner, de la caractériser par rapport à des propriétés clés que peut avoir Œnococcus honi.
Mais la deuxième étape, non la moindre, c'est être capable de produire, parce que toutes les souches d'Eunococcus honi ont des procédés de production différents. Il faut vraiment adapter les recettes pour permettre une croissance optimale. C'est beaucoup plus difficile de produire des Eunococcus honi que des Saccharomyces cerevisiae. Donc vraiment, j'ai envie de dire, c'est un petit peu de la haute couture qu'on fait au niveau process. Et ça nous a permis d'innover aussi au niveau des procédés de production et de développer un certain nombre de bactéries pour la malo avec des caractéristiques différentes. Donc c'est aussi la force d'être producteur de bactéries. Et enfin, le moment d'inoculation, donc que ce soit en co-inoculation ou en séquentiel. Donc on a vraiment un intérêt de plus en plus aujourd'hui, notamment pour faire face au changement climatique, aux conditions environnementales, à favoriser la co-inoculation, qui est vraiment un nouvel outil pour le praticien aujourd'hui, de par le gain de temps, mais aussi l'économie d'énergie, puisqu'on n'a plus besoin de réchauffer les cuves en post-fermentation. Et puis, ça permet également de limiter précocement les contaminations, etc. Donc, la question suivante, on a vu les sacs, les non-sacs, Eunococcus, et pourquoi pas des non-Eunococcus, finalement. Donc, ça a été une des questions que l'on s'est posées. Encore une fois, un gros défi, un challenge, parce qu'elles étaient également décrites comme contaminantes, responsable de tous les défauts. On en a énuméré ici un certain nombre. Donc, finalement, il a fallu refaire un travail de sélection. Tout dépend de la souche. Il y a une grande variabilité au sein des non-Eunococcus honi, autant qu'au sein des Eunococcus honi. Donc, grosse importance du travail de sélection et de caractérisation pour identifier la meilleure souche de non-Eunococcus honi. Et finalement, on est arrivé à une véritable innovation, on peut dire, pour la fermentation malolactique, c'est le développement d'une souche spécifique et d'un process de production spécifique avec le produit ML Prime et le Lactoplantibacillus plantarum qu'on a sélectionné ces dernières années. Donc ces vertus sont nombreuses, ça permet de consommer l'acide malique très rapidement, pas de risque d'acidité volatile de par son métabolisme hétérofermentaire facultatif, pas de notes beurrées, pas de risque de consommer l'acide citrique, un maintien de la couleur des vins rouges et pas de risque de déviation. Donc, on a vu les innovations en termes de sélection, de développement, de caractérisation pour des propriétés particulières, mais on va voir qu'on peut aussi innover différemment. Et pour exemple, le ML Prime, ce Lactoplantarum qui a été au départ sélectionné pour une utilisation principalement en rouge, en co-inoculation, mais finalement, au fur et à mesure des années de son utilisation, sa plage d'utilisation s'est ouverte, s'est élargie et ça a été principalement poussé par les expérimentations, par vos expérimentations et aussi par une certaine prise d'initiative des viticulteurs. Et donc c'est un véritable exemple de l'innovation qui peut venir du terrain. Et notamment, on voit aujourd'hui l'utilisation de ce produit qui s'est élargi, et notamment en blanc pour des malots partiels en post-fermentaire, ou utilisable aussi en post-FA, en rouge et en blanc pour différentes applications. Donc intéressant pour contrôler les conditions extrêmes auxquelles on doit faire face de plus en plus. Donc l'innovation aussi qui vient du terrain avec cet exemple-là. C'est bon pour le temps, Sandra, ou j'ai explosé? Alors je suis sur la fin. Je suis sur la fin. Donc on a beaucoup parlé du vivant. Au-delà du vivant, qu'en est-il des dérivés de levure? Donc on va voir comment les dérivés de levure, de par la multitude de notre portefeuille de levure, chaque levure a une composition différente, etc. Donc on va voir comment ces dérivés, si on craque, en fait on inactive, on tue ces levures actives, comment ça peut devenir des solutions innovantes pour relever certains défis. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un dérivé de levure et à quoi ça sert? Donc, en fait, en fonction des différentes souches de levure, on est capable, on les a bien caractérisées, on est capable aussi d'utiliser différents procédés d'inactivation.
et ça c'est vraiment la clé, pour favoriser certains composés clés dans la levure qui peuvent être utilisés pour des tas d'applications en œnologie. Et donc on a vu ces dernières années le développement de certains produits à base de dérivés de levure très spécifiques qui sont utilisés pour différentes applications, que ce soit la réhydratation des levures, que ce soit pour le collage, la stabilisation des vins, la protection contre l'oxydation des mous, notamment avec des levures inactivées spécifiques enrichies en glutathion. Donc des tas d'applications ont été développées ces dernières années avec les dérivés de levure. Et donc on s'est posé aussi la question, est-ce que ces dérivés de levure seraient intéressants s'ils provenaient non plus des Saccharomyces cerevisiae, mais des non-Saccharomyces, puisqu'on sait que les non-sac ont une composition aussi très différente des Saccharomyces. Est-ce qu'on peut étudier et innover? Est-ce que ça peut être une opportunité de même pour développer de nouvelles solutions? Donc on a, sur cette slide, je ne reviens pas dans le détail, mais c'est juste pour vous montrer les différentes collaborations qui nous ont permis, au fil des années, d'explorer, on peut dire, le côté obscur de ces non-Saccharomyces en travaillant avec des procédés différents qui vont nous permettre, en les inactivant, de favoriser et de relarguer certains composés clés, donc que ce soit des manoprotéines, etc. Donc toutes ces études nous ont permis de vraiment bien caractériser, étudier les mécanismes des dérivés de levure, les fonctions pariétales pour certaines d'entre elles, etc. Donc, nous avons réalisé qu'il y avait un nouveau champ des possibles, finalement, qui s'ouvrait à nous, puisqu'il faut penser qu'on peut travailler avec différentes espèces, différentes souches au sein de la même espèce, qui ont des compositions différentes, et différents procédés de production, puisque l'on est également producteur. Donc, une multitude de possibilités qui s'ouvrent à nous pour développer des produits. Et puis, ces développements, j'ai envie de dire, ont été vraiment accélérés par la réglementation aussi, puisque l'OIV, comme vous le savez, en décembre 2024, a statué sur et a publié une monographie sur l'utilisation des dérivés de non-Saccharomyces. Et donc, très récemment, nous avons pu développer, à partir d'un travail de sélection au sein des différentes souches de Torula spora delbrueckii, en appliquant différents procédés de production, et là, un procédé de production spécifique qui nous a permis de développer un produit à base de Torula inactivé, avec un objectif au niveau de l'application sur vin ou en fermentation, qui permet d'augmenter la longueur en bouche, la minéralité, la salinité des vins blancs et rosés. Donc, absolument en ligne aussi avec les besoins de la filière aujourd'hui pour faire face et pour atténuer les impacts du changement climatique sur le sensoriel des vins. Donc, finalement, innover en microbiologie, c'est pas simple. C'est un process long et complexe. Entre le moment où on part, on brainstorm, il y a l'idée, que l'idée vienne du terrain, que l'idée vienne des chercheurs de la science, etc. Il y a une multitude d'étapes entre la création, de la sélection, de la collection des souches, l'identification des souches, le screening, la caractérisation, étudier leurs performances et être capable ensuite de les produire au niveau labo, pilote industriel. Il peut se passer un certain nombre d'années. Pour certaines sélections, il a fallu 10 ans. Parfois, on revient, on est presque arrivé sur le terrain, mais grâce aux expérimentations justement de terrain, on s'aperçoit qu'il faut retravailler à nouveau certains aspects. Donc, on repart à zéro. Bon, voilà, c'est un long process, mais ça, on pense que ça en vaut la peine. Et puis, on pense que l'innovation reste un outil vraiment au service, un levier aujourd'hui, vu les difficultés, vu le nombre de mutations auxquelles doit faire face la filière. C'est vraiment un levier pour relever tous ces défis. Donc, c'est nécessaire, malgré les contraintes, j'ai envie de dire, parce que ce que je vous ai montré, c'est la partie émergée de l'iceberg, avec les différentes innovations tout au long de ces dernières années. C'est la partie visible, en fait. Mais il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'échecs, parfois. Il y a des produits qui ont été étudiés pendant 10 ans qui ne sortent jamais. Donc il faut être prêt à ça, mais on a droit à l'échec et je pense que on pense que c'est ce qui fait avancer et ce qui est la clé aussi.
L'innovation, c'est aussi important de travailler avec d'autres. Donc c'est pour ça qu'on privilégie beaucoup tout ce qui est collaboration. On croit fermement à la complémentarité entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Notre objectif est commun au final, hein, c'est servir la filière, développer des solutions innovantes pour relever tous les défis. Et puis, on garde en tête il faut rester humble. Les micro-organismes ne font pas tout le vin, mais ils participent grandement. Donc, ils ont un rôle essentiel, mais pas suffisant. On le sait, mais malgré tout, ils permettent de révéler la matière première, parfois de la protéger. Et notre objectif, c'est de vous aider à faire des vins uniques et de favoriser, de mettre en évidence avant tout, évidemment, le travail du vigneron et de le respecter, du vigneron et du viticulteur. Donc aujourd'hui, on a pris un peu de temps pour faire le focus sur les micro-organismes, spécialement les espèces de levures de bactéries non conventionnelles. Donc demain, quelles vont être les innovations ? Je pense qu'elles vont être encore plus importantes que ces 20 dernières années, parce qu'il faut vraiment relever les défis qui sont devant nous aujourd'hui. Donc on peut imaginer travailler sur des consortiums intelligents, travailler sur des interactions, sur des hybrides intra-interespèces, etc. Donc l'avenir nous le dira. Mais bon, il faut garder la motivation pour la filière qui est une belle filière. Donc je vous remercie de votre attention. C'est un travail d'équipe avant tout. Donc merci à toute l'équipe qui a travaillé de près ou de loin, que ce soit en recherche, marketing, et puis évidemment les collègues sur le terrain et technique. Merci beaucoup.